Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. Cet ouvrage reprend les actes du premier atelier de l'école de guerre qui s'est tenu à l'école militaire, à Paris, le 27 juin 2012, sous le même titre. Je voudrais tout d'abord remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont fait l'honneur d'assister à cet atelier consacré au thème « Espace et opérations », aux côtés des officiers stagiaires de la promotion maréchal Juin de l'école de guerre. La grande originalité de cette demi-journée réside dans le fait qu'il s'agit avant tout d'une activité de formation qui répond à un double objectif pédagogique. Sensibiliser les futurs décideurs de nos armées aux questions spatiales de défense. Bénéficier d'une vision croisée de la part d'officiers stagiaires utilisateurs du spatial militaire et de représentants d'organismes qui concourent à la mise en place et à la gestion de ces moyens. À ma connaissance, cette approche pratique et pragmatique de l'espace militaire est une première, en tout cas à l'école de guerre. Je ne doute pas qu'elle intéresse également l'ensemble des représentants de la communauté spatiale française, qu'il s'agisse des chercheurs, des industriels, du monde institutionnel ou des journalistes, que je remercie vivement de leur présence ce 27 juin dans l'amphithéâtre Foch. Je tiens ensuite à remercier et féliciter le général Bernard Mollard avec lequel nous avons initié ce projet, il y a près d'un an. Je voudrais également dire ma gratitude au colonel Laurent Charrier, cadre professeur à l'école de guerre, responsable du module Espace, qui a pris en charge la mise en œuvre de notre projet depuis de nombreux mois. Merci également à Madame Christine Claire PASCALLONFOURGEAUD, qui, en un temps record et avec une remarquable efficacité, a réussi à compiler toutes les contributions écrites dans cet ouvrage de qualité. Je suis reconnaissant aux officiers stagiaires de la promotion maréchal Juin qui ont accepté, à une période particulière de leur scolarité, de témoigner de leur expérience de praticiens opérationnels de terrain. Général Pascal Valentin. PREFACE. Général Didier Castres. Sous-chef d'état-major, opération. Dans notre histoire, la puissance militaire se jugeait à l'aune des victoires remportées à terre ou en mer. Avec le XXe siècle, une troisième dimension, qu'elle soit aérienne ou sous-marine, a élargi le champ de l'espace de bataille. Aujourd'hui, le cyber et l'espace redimensionnent une nouvelle fois la puissance militaire. Ces nouvelles dimensions ajoutent à la complexité de la planification et de la conduite des opérations, comme elles renforcent et diversifient l'expression de la puissance militaire des nations qui les maîtrisent. L'espace est devenu essentiel. Essentiel dans notre quotidien, essentiel dans le fonctionnement des États, essentiel et central dans l'anticipation et la gestion des crises. Les officiers de l'école de guerre sont habitués à tracer des lignes d'opération dans leurs exercices de planification. Ils savent que désormais, l'ensemble de ces dimensions doit être pris en compte. Je tiens à féliciter le général Pascal Valentin d'avoir pris l'initiative d'organiser ce premier atelier de l'école de guerre et de l'avoir dédié à l'espace. Je forme le vœu que cet ouvrage alimente la réflexion, non seulement des officiers de l'école de guerre, mais également de toutes celles et ceux qui veulent en savoir plus sur la nature de la contribution du spatial à l'efficacité de nos armées en opération. Introduction. Général Pascal Valentin. Directeur de l'école de guerre. L'espace, ce milieu si particulier est porteur d'espérance et de rêves pour certains, et pour d'autres, il constituerait le quatrième champ de bataille. De manière plus pragmatique, nous savons que le spatial constitue un véritable outil de souveraineté nationale et de puissance, un pourvoyeur d'efficacité militaire. Ainsi, chaque jour qui passe ne fait-il que renforcer notre perception de la dimension stratégique du spatial, sous tous ses aspects, qu'ils soient militaires ou civils. Le programme spatial français est né au début des années 60, sous l'impulsion du général de Gaulle. Dès 1961, la France s'est dotée d'une agence spatiale, le Centre national d'études spatiales, CNES. Très tôt, grâce au développement de la fusée Diamant qui s'est révélé un succès, notre pays est devenu la troisième nation, après l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique, capable d'envoyer de manière autonome un satellite dans l'espace. À l'initiative de la France, l'Europe s'est alors progressivement dotée de capacités spatiales à la mesure du potentiel offert par l'espace. Ainsi,
En fédérant ses efforts dans l'Agence spatiale européenne, ESA, créée en 1975, l'Europe a non seulement acquis l'autonomie d'accès à l'espace avec le lanceur Ariane, mais elle a également mis en place un véritable programme scientifique permettant de faire progresser la science, de maîtriser les technologies spatiales et d'en explorer les applications possibles. Le soutien des plus hautes autorités politiques françaises à un effort industriel et technologique important en faveur du spatial ne s'est jamais démenti. Il permet à notre nation d'occuper aujourd'hui encore, dans ce domaine, la première place en Europe. Le chiffre d'affaires consolidé de l'industrie spatiale française, environ 2,7 milliards d'euros en 2009, représente environ la moitié du chiffre d'affaires de l'industrie européenne. De même, les budgets spatiaux français civils et militaires, soit 2 milliards d'euros par an au total, représentent à eux seuls le tiers des budgets spatiaux européens. Au-delà de ces chiffres, la France est le seul pays européen à maîtriser l'ensemble des technologies spatiales. Elle demeure un acteur de classe mondiale dans des domaines aussi variés que les systèmes de lancement, les satellites d'observation optique, les satellites météorologiques, les satellites scientifiques ou encore les satellites de télécommunication. Les nombreuses coopérations conduites avec des puissances spatiales établies, comme les États-Unis et la Russie, ou émergentes, illustrent la reconnaissance de l'excellence technologique de la France. Les systèmes spatiaux contribuent grandement à l'autonomie de décision de la France. Grâce à leur accès non intrusif à toutes les zones du globe, les systèmes spatiaux d'observation de la Terre, notamment les systèmes qui produisent de l'imagerie haute résolution, sont de précieuses aides à l'appréciation des situations. Cet aspect est particulièrement important pour la crédibilité de notre dissuasion, qui doit reposer sur une capacité autonome à appréhender les situations, aptitude qui a été à l'origine du développement de nos satellites Hélios. Le spatial constitue également une vitrine témoignant du niveau technologique des réalisations françaises, fait d'autant plus important que le club des puissances spatiales s'est élargi. La Chine, l'Inde et le Japon sont désormais des acteurs majeurs dans ce domaine, tandis que le Brésil, la Corée du Sud et plusieurs autres pays intensifient leurs efforts. Enfin, la maîtrise des outils spatiaux est un atout pour la politique étrangère de notre pays grâce à la crédibilité et au statut stratégique qu'elle lui apporte. L'espace est très souvent apprécié, étudié, perçu, à travers ses apports technologiques, scientifiques, politiques et stratégiques. Il n'est bien sûr pas étonnant que ce soit à travers ces différents prismes qu'il soit abordé lors des différents colloques, séminaires ou autres symposiums qui lui sont consacrés. Pourtant, déployés sur le terrain, nos armées ont progressivement pris conscience que l'espace contribue au renforcement de l'efficacité de leurs actions. Les conflits et opérations militaires récents impliquant des armées occidentales ont vu une utilisation de plus en plus intensive des outils spatiaux. Cette évolution s'est révélée être particulièrement prégnante depuis la première guerre du Golfe, que certains n'ont pas hésité à qualifier de première guerre spatiale, mais aussi au Kosovo, en Afghanistan et plus récemment en Libye. Pour ceux qui en doutaient encore, il faut bien admettre que l'espace est réellement entré au cœur des opérations militaires modernes. Ainsi, les applications spatiales permettent-elles de disposer en tout point du globe et quasiment sans délai, de capacités permettant à nos armées de bénéficier d'une supériorité tactique et opérative sur l'ensemble de leur théâtre d'engagement. Commandement, contrôle, communication, renseignement, données d'environnement, localisation, navigation, etc. Le général Chilton, récent patron de l'US Strategic Command, affirmait, je le cite, « Plus aucune opération militaire ne peut désormais être conduite sans l'apport de capacités spatiales performantes. » Cette idée figure également dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2008, qui stipule « L'espace extra-atmosphérique est devenu un milieu aussi vital pour l'activité économique mondiale et la sécurité internationale que les milieux maritimes, aériens ou terrestres. » Et encore, le déploiement dans espace de satellites de toute nature, communication, observation, écoute, alerte, navigation, météorologie, etc., est devenu un élément indispensable pour toutes les fonctions stratégiques. Nous bénéficions désormais, au sein de nos armées, de l'expérience de terrain permettant de mieux apprécier l'apport de l'espace dans le cadre de nos engagements opérationnels. Nous devons donc nous en servir pour dimensionner et spécifier les besoins futurs au plus juste,
non seulement au regard de la nécessité opérationnelle, mais encore au meilleur coût en raison des fortes contraintes budgétaires auxquelles l'avenir nous soumettra. Ces premiers ateliers de l'école de guerre s'inscrivent résolument dans le cadre du module Espace, dédié à l'enseignement du domaine spatial au profit des stagiaires de l'école de guerre. En effet, il s'agit aujourd'hui de donner la parole aux officiers qui ont vécu une expérience opérationnelle réelle, mais aussi à ceux qui sont en charge des grands dossiers spatiaux actuels. Ainsi, en gardant comme fil conducteur les opérations, les domaines dans lesquels les applications spatiales sont une réalité ou en passe de le devenir, sont-ils présentés de manière concrète, à la lumière des expériences de terrain et de l'expertise des états-majors ou d'unités dédiées. Chaque thème est donc abordé par un binôme d'officiers. Un stagiaire de la promotion maréchal juin de l'école de guerre témoigne de sa propre expérience d'utilisateur de terrain. Un officier d'état-major ou d'une unité spécialisée apporte ensuite son éclairage sur le sujet abordé. La première partie de cet ouvrage est consacrée à l'utilisation en OPEX des capacités disponibles actuellement, pour lesquelles il est déjà possible de tirer des enseignements. La seconde partie conduit à réfléchir sur des aspects pour lesquels, même si nous possédons déjà quelques briques, il pourrait être très intéressant, voire urgent, de développer des capacités qui nous font défaut, que ce soit en coopération ou en toute autonomie. De nombreuses questions restent encore posées. Actuellement, quelle capacité de télécommunication pour le futur? Quid d'une utilisation plus généralisée de capacités commerciales? Quelle capacité d'observation? Que faut-il privilégier? La résolution, le champ de vue, le délai d'accès, la permanence? Comment raccourcir la boucle OODA, observer, orienter, décider, agir, en OPEX? Comment diffuser le renseignement vers les forces déployées dans un format utilisable localement, et non pas uniquement pour le niveau de décision? Quel besoin de ROM? Quel degré de précision de localisation et de période de rafraîchissement sur ce type d'information? Comment optimiser l'utilisation de capacités commerciales d'observation spatiale pour la cartographie? Les informations météorologiques en OPEX sont-elles suffisantes et suffisamment précises? Comment améliorer nos capacités de surveillance maritime? Toutes ces questions concernent directement l'efficacité de l'action de nos armées et doivent dorénavant nourrir notre réflexion. Pour conclure, je souhaite soumettre à méditation ces mots rédigés par le professeur Hervé Coutaubeg dans le chapitre dédié à la géostratégie spatiale, de la 7e et dernière édition de son traité de stratégie. L'espace reste pour un avenir encore indéterminé un arrière-plan qui amplifie les potentialités des milieux terrestres, maritimes et aériens dans lesquels l'homme se déplace et lutte pour sa survie et sa puissance. Partie 1. L'espace en operations, un luxe ou une nécessite? Introduction. Général de S. Bernard Mollard. Conseiller défense et sécurité du président d'Astrium. Diplômé de l'école de l'air, pilote de chasse dans l'armée de l'air française et dans la Royal Air Force, le général Bernard Mollard a été chef de cabinet du chef d'état-major de l'armée de l'air avant de commander l'école de l'air de Salon de Provence. Dans le domaine spatial, il a notamment été en charge du programme Hélios au bureau espace de l'état-major des armées avant d'assurer la direction du centre satellitaire européen de Torreón, en Espagne. Au-delà de ses fonctions au sein d'Astrium, il préside aujourd'hui le groupe Défense et Sécurité d'Eurospace, ainsi que la commission défense de l'Académie de l'air et de l'espace. Il y a 20 ans, alors que j'étais en charge du programme Hélios au bureau espace de l'EMA, je me souviens d'avoir eu à faire face à une ambiguïté étonnante. Pour les uns, le système d'observation spatiale Hélios avait pour mission d'apporter des informations d'ordre stratégique gérées par un système hautement classifié, tandis que, pour les autres, Hélios aurait dû être plus ouvert et plus réactif pour correspondre davantage aux besoins des forces en opération. Je détenais dans mes dossiers d'officiers de programme les lettres des chefs d'état-major des 3 armées, terre, mer et air, qui déclaraient à l'unisson qu'Hélios ne présentait aucun intérêt pour leurs armées respectives et que dès lors, ils ne financeraient pas cette capacité jugée trop stratégique. En dépit de ce signal peu encourageant,
La décision de lancer le programme Hélios a été prise l'année suivante, car la capacité d'observation spatiale s'avérait indispensable à la mission de certains services très spécifiques de l'état-major des armées. Entre 1985 et la mise en service d'Hélios en 1995, plusieurs faits ont bouleversé le monde et modifié le cours de l'histoire spatiale. La chute du mur de Berlin en 1989, la fin de la guerre froide en 1990, la guerre du Golfe en 1991, la création du Bureau Espace et de la DRM en 1992 et le lancement des Hélios 1A en juillet 1995. Dans une dynamique très ambitieuse impulsée par le ministre de la Défense, Pierre Joxe, le livre blanc de 1994 soulignait déjà l'importance de l'espace et, je cite, « la nécessité d'investir davantage dans la famille de satellites d'observation optique Hélios et d'engager les programmes d'observation radar et d'écoute. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.